Deuxième partie de notre émission Territoire d'info avec la presse quotidienne régionale. Les uns des radios 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, les télés locales de France et le réseau Via Télévision et avec TV5 Monde. Et l'invité politique en direct ce matin sur ce plateau, c'est Hervé Morin. Bonjour Hervé Morin. Merci d'être notre invité ce matin. Vous êtes président de Région de France, président des présidents de région et président de la région Normandie. Écoutez, j'y étais. Quand même, parce que là, si vous oubliez la Normandie, là, on va être fâché. Une véritable marque. Pardon ? Une véritable marque. Vous savez que c'est la deuxième région la plus connue au monde, et avec un imaginaire absolument extraordinaire. Il n'y a rien de négatif dans le monde entier quand on parle de la Normandie. Il faut vous interroger à mes côtés ce matin. Et quand n'importe où vous êtes dans le monde, si vous dites « je suis en Aquitaine », personne ne sait où c'est. Je dis « je suis en Normandie », tout le monde sait où c'est. Je dis ça parce qu'il est bordelais. Ça commence bien. Ça commence bien. Oriane Mancini pour vous interroger ce matin, spécialiste politique. Bonjour Oriane. Bonjour. Et Pascal Jalabert qui dirige le bureau parisien du groupe EBRA, c'est 9 journaux régionaux et qui est présent sur ce plateau ce matin pour l'Est républicain et le républicain lorrain. Hervé Morin, Emmanuel Macron remonte dans les sondages. On dit quoi? Merci le débat national. C'est une récompense du courage du président d'être allé devant les maires. Il mouille sa chemise, le président de la République. Il est récompensé par les sondages. Oui, de toute façon, il n'a pas d'autre choix que celui-ci. Très clairement, il y a une fracture gigantesque entre le chef de l'État et les Français. J'ai jamais entendu des compatriotes s'exprimer ainsi en parlant du président de la République, avec une violence incroyable. Et pas simplement des gilets jaunes et des plus réfractaires. Et donc, il y a un immense travail de reconquête. Parce que s'il n'y a pas les éléments de la confiance, il sera compliqué. Il commence à y arriver, là ? Ouais, enfin, il y a du chemin. Et puis, il va falloir... il ne faut pas d'erreur, il ne faut pas heurter à nouveau, il ne faut pas mépriser à nouveau par une mauvaise formule. Donc, il y a un chemin gigantesque. Et puis, au bout du compte, il y a surtout le mois d'avril, c'est-à-dire le moment où il faudra faire la synthèse de tous ces débats, de toutes ces propositions, avec des contradictions absolument gigantesques. Et là, le risque, c'est d'être déceptif, en sachant qu'il faudra aussi un geste politique qui signifiera le tournant du quinquennat. Est-ce que c'est un changement de gouvernement? Est-ce que c'est le retour devant les électeurs pour l'Assemblée nationale? Mais il faudra pour vous, ça doit être quoi ce geste politique? On verra. Tout dépendra de la situation sociale. Est-ce que la France retrouvera les voies de l'apaisement? On peut estimer qu'un changement de gouvernement ou un remaniement en profondeur suffira. Soit le calme ne sera pas revenu et il faudra dire aux Français: prenez votre destin en main, et c'est le suffrage universel qui décidera. Mais quoi qu'il arrive, vous dites le débat ne suffira pas, il faudra quelque chose derrière? S'il n'y a qu'un débat, alors là, c'est le cauchemar, mais personne ne peut imaginer que c'est cela. La question, c'est comment synthétiser la demande de services publics, la baisse de la dépense publique, les baisses d'impôts en tout genre, qui vont de la CSG en passant par les charges sociales, en passant par l'ISF, en passant par la réindexation des retraites. C'est une équation où on voit bien qu'elle est très compliquée à mettre en œuvre. Pascal Jalabert. Oui, ce week-end, donc, y compris chez vous, à Caen et à Rouen, il y a encore des interpellations, des commerçants mécontents, beaucoup de gilets jaunes. Que dites-vous aux gilets jaunes ce matin? Il faut arrêter? Je leur dis, moi qui ai soutenu leur cause dès le départ, je leur dis, il y a un moment où il faut faire confiance au débat et aux échanges. On ne peut pas être dans le procès d'attention. Bon, ok, ceux qui manifestent ne voteront pas Macron aux prochaines élections, ils n'ont probablement pas voté Macron à l'élection précédente, mais je dis, stop aux violences, laissons le temps au débat, et puis après, il sera toujours temps pour les uns et les autres d'en tirer les conséquences. Alors, vous avez assisté, vous, au premier débat d'Emmanuel Macron, puisque c'était dans votre région. Dans mon département. Et dans votre département. Est-ce que vous dites finalement, oui, ce débat est utile? Est-ce que les maires que vous avez vus vous ont dit qu'il avait servi à quelque chose? Oui, je crois que les maires ont été plutôt séduits. Vous savez, il a du talent, le président républicain. En plus, il s'est livré à un exercice qui était un exercice de proximité. Un président de la République dont on disait qu'il était hautain, éloigné, souvent méprisant, irrespectueux à l'égard des Français modestes. Et donc il s'est livré à un exercice avec une très belle mise en scène, qui était d'ailleurs une mise en scène qui était celle de Bruno Le Maire pendant la campagne des primaires. Donc on voit bien que Sébastien Lecornu a été l'acteur de tout cela. C'était assez piquant de voir le président de la République autour des maires, lui qui pendant 1 an et demi n'a pas calculé les corps intermédiaires et notamment les territoires. Alors qu'au même moment, François Baroin et Dominique Bussereau
durant ces 18 mois, lui expliquions qu'il fallait au contraire s'appuyer sur cette démocratie de proximité pour rendre le système plus efficace, pour donner de l'oxygène au pays, pour permettre d'innover et d'expérimenter, on avait un système qui n'avait jamais été autant tenté par la centralisation excessive, dont on sait que ça ne marche pas. Mais c'est bien que vous avez écouté. Et donc, ouais, mais c'est 18 mois perdus aussi. C'est 18 mois perdus. Tous les pays européens sont construits sur ce modèle de l'autonomie des territoires pour les politiques de proximité, parce que c'est aussi un moyen de construire de la démocratie, parce que ça veut dire de la participation, ça veut dire de la co-construction. Moi, toutes mes politiques régionales, je les ai co-construites. Je les bâtis avec celles et ceux auxquels elles s'adressent. Et on voit bien que cela n'est pas possible quand il s'agit de l'État, sachant que l'uniformité est l'ennemi de l'efficacité. Quand vous avez des politiques uniformes sur des territoires qui sont tellement différents, vous avez au bout du compte, à coup sûr, un sentiment d'injustice et un sentiment d'inefficacité. Alors, en parlant de politique uniforme, en Normandie, Emmanuel Macron a semblé ouvrir la porte à un assouplissement des 80 km/h qui, jusque-là, sont appliqués de manière uniforme sur le territoire. Est-ce que vous dites, enfin, on écoute les territoires? Les élus avaient fait remonter leurs préoccupations sur cette C'était notre mesure. proposition depuis le début, en disant les routes sont sous l'autorité des départements, le préfet a le pouvoir de police, construisons un système dans lequel on fait une table... président de département et préfet décident ensemble des routes qui sont accidentogènes sur lesquelles on met le 80 et les autres on maintient 90. C'était tellement simple, mais c'était tellement contraire à l'idée que de toute façon les élus ce sont des démagos, des incompétents dans le meilleur des cas. Et donc confier quelque chose aux élus pour la technocratie régnante de ces 18 premiers mois de la Macronie triomphante, c'était quelque chose d'impossible et d'inconcevable. Alors justement, Pascal Jalabert. il y a une question parmi les 33 posées par Emmanuel Macron sur y a-t-il trop d'échelons de collectivités territoriales et quels sont les plus pertinents? Que répondez-vous à ça? Surtout qu'il y a besoin d'économie. Écoutez, il y a besoin d'économie, oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et il y a un moyen très simple d'en faire. C'est d'arrêter d'avoir d'un côté des services de l'État et des services décentralisés. En clair, on a décentralisé massivement depuis 40 ans, mais l'État a conservé des bribes de compétences dans des champs de compétences ou des domaines dans lesquels on est les premiers acteurs. Et donc, moi, je n'arrête pas de dire au président de la République qu'il y a un système très simple. Soit on considère que c'est l'État complètement, soit on considère que c'est les territoires complètement. Déjà, on va très largement simplifier le système. Je prends un exemple simple. Quasiment tout le soutien à l'économie et aux entreprises, ce sont les régions qui ont la main. On avait maintenu au sein des directions du travail, pour faire simple, un pôle économie. L'État a décidé de le supprimer. Très bonne idée, puisque globalement, tout est géré par les régions. On les a supprimés. Est-ce qu'on a perdu en efficacité? Non. Est-ce que les régions ont été obligées de recruter du monde? Non. Ça prouve qu'en clair, on avait maintenu un service au sein de l'État dont la valeur ajoutée était tellement considérable qu'on n'a pas créé un poste de plus dans les régions. Et donc il faut que sur chaque sujet, on ait cette même règle. Quand on gère les crédits européens, on ne peut pas avoir un système dans lequel il y a les régions qui gèrent l'essentiel, mais où l'État a conservé des bribes d'instruction qui fait qu'au bout du compte, tout ça ne marche pas. Il y a 700 millions d'euros dans la nature que les régions n'ont pas et l'État n'ont pas consommé, qu'il va peut-être falloir rendre à Bruxelles. C'est dommage quand même. Écoutez, en Normandie, on ne rend rien. Deuxièmement, la question, elle est extrêmement simple, c'est qu'on a bâti un modèle qui ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on a exactement fait ce que je dénonçais il y a quelques instants. Je prends les dossiers sur l'agriculture. Ce sont les régions qui décident des politiques agricoles, mais l'instruction est assurée par les directions départementales de l'État, qui n'a pas les effectifs. Donc on a été obligé de recruter. Et enfin, le paiement est effectué par un service de l'État dont le modèle informatique a dysfonctionné lourdement pendant 3 ans. 3 ans. Au bout du compte, on avait l'argent, on décidait et on n'était pas capable de payer les agriculteurs. Ça, c'est exactement ce qu'il ne faut plus faire. Et voilà pourquoi nous disons au président de la République, simplifions le modèle et je peux vous garantir que déjà on gagnera. Et puis deuxièmement, en effet, entre les territoires, il y a des questions qu'il faut se poser. Mais si déjà on règle la question entre l'État et les territoires, je vous garantis qu'on va faire des économies de fonctionnement et surtout on va être plus efficace.
C'est Hervé Morin, président de Région de France, qui est notre invité politique ce matin dans Territoire d'Info. Cérémonie de vœux ce matin à 11h. Maire, département, région, François Baroin. C'était 11h30, non? À 11h30 alors. Ouais. 11h30. Nous, on démarre à 11h, je crois, la prise d'antenne. C'est pour ça. François Baroin, Dominique Bussereau et vous-même. Alors, quels bons vœux allez-vous adresser à l'exécutif? Les vœux du bon sens que constitue l'idée de faire confiance à la démocratie de proximité. Ce que fait le président de la République à travers les réunions avec 5 ou 600 maires. Dire au président de la République, on a besoin de cet échelon stratégique pour donner de l'oxygène, de la respiration au pays, pour permettre à chacun de pouvoir bâtir des solutions qui associent nos compatriotes. J'ai été maire pendant 20 ans. J'ai réglé toutes les choses de la vie. Toutes les choses de la vie. Le quotidien des gens, vous Le voulez quotidien des gens, mais même des histoires qui ne relevaient absolument pas de ma compétence. dire. Vous pensez à quoi? Voilà. Je pense des problèmes de voisinage, des problèmes internes à la maison, pour ne pas être... voilà. Le maire, c'est le chef de la tribu. C'est la dernière administration. C'est celui qui est capable de passer un coup de fil. Le président de la région, c'est celui qui va être capable de porter et de créer l'initiative sur des territoires en bâtissant des modèles nouveaux. Quand je vais à Domfront et que je dis, voilà, on a un trésor médiéval qu'on n'a pas exploité, la région va prendre en main cette histoire avec les élus de proximité, avec la population, pour essayer d'en faire un élément majeur du tourisme médiéval en Normandie. Tout ça, ça ne peut pas se décider de Paris. Et c'est ça que j'ai envie de dire au président de la Est-ce que République. tout ça est en train de changer de par le contexte et de par aussi la création de Territoires Unis, l'association que vous avez créée avec François Baroin et Dominique Bussereau, cette union des collectivités, finalement, est-ce que c'est ça aussi qui a inversé le rapport de force avec l'exécutif? C'est-à-dire que ces territoires avaient tendance... L'exécutif jouait de la division entre les régions, les départements et le bloc communal pour, en grosso modo, s'arranger les bidons contre nous. Voilà, bon... Le jour où François Baroin, Dominique Bussereau et votre serviteur se sont retrouvés ensemble à Marseille sur mon initiative, quand nous avons fait le congrès des régions de France pour dire ça suffit, désormais, il faut entendre cette démocratie de proximité, il faut entendre cet échelon qui est capable d'initiative, d'énergie, le rapport de force a changé. Et puis malheureusement, on a eu l'éclatement, tout du moins, c'est ce mouvement social majeur qui fait qu'aujourd'hui, je l'espère, l'exécutif comprendra qu'il faut inventer un nouveau modèle. Êtes-vous favorable à un modèle un peu à la carte, comme l'avait dit le président pendant sa campagne, avec à certains endroits le département, d'autres la métropole, d'autres la région un peu plus forte? Est-ce qu'il faut aller vers ça? Écoutez, moi je prends un exemple concret pour que je comprenne, parce qu'on est entre nous. Oui, c'est un peu compliqué. Voilà. Moi je dis, je souhaite expérimenter la prise en main du service public de l'emploi. Pourquoi? Parce que je suis confronté à une région qui a des très bons indicateurs économiques, tant mieux, parce qu'on a mis en place un écosystème régional, je crois, très favorable, que les acteurs économiques d'ailleurs saluent tous. Et de l'autre, j'ai des dizaines de milliers d'emplois non pourvus, 21 000 dans l'industrie par exemple. Et j'ai besoin d'avoir un système dans lequel je veux prendre la main en totalité sur toutes celles et tous ceux qui participent à la question de l'emploi. C'est une expérimentation qu'Alain Rousset en Aquitaine veut aussi mener, que François Bonneau veut aussi mener dans la région centre. Donnons la chance d'expérimenter cette histoire. Ailleurs, je prends la région Grand Est, le président de la région veut, lui, prendre la main sur la totalité du réseau routier. Donnons cette chance. Faisons en sorte que les territoires sont en capacité d'innover, d'expérimenter des modèles nouveaux. Hervé Morin, on va parler de l'affaire Benalla, puisque vous savez que les auditions avec Alexandre Benalla ont lieu au Sénat cet après-midi. Oui, à partir de 14h, Alexandre Benalla sera de retour devant la commission d'enquête sénatoriale. Qu'est-ce que vous attendez de cette audition? Moi, je cherche toujours à comprendre pourquoi il est protégé ainsi. Voilà. Protégé par qui? Par Emmanuel Macron? Par l'exécutif. Écoutez, faut pas qu'on me raconte d'histoire. Je comprends, je sais très bien que on ne soit pas forcément en train d'être très attentif sur la distribution de passeports. Mais il y a quand même là, quand on a affaire à une telle crise au sommet de l'État, en général, après, on est très, 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 très attentif sur cette personne. Bon. Et qu'il puisse continuer à se balader avec des passeports diplomatiques, des téléphones cryptés.
Vous avez été, vous, un ministre, Oui, hein, vous avez été dans les ça. rouages de l'exécutif. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites que c'est un dysfonctionnement propre à Emmanuel Macron? Finalement, ce sont des dysfonctionnements anciens et peut-être plus larges? D'une part, la logique, c'est de faire appel au service de l'État pour gérer sa propre sécurité. Bon, il y a un service pour ça. On ne voit pas pourquoi tout d'un coup, il faut aller embaucher des gens du privé pour faire le même boulot. Dont après, on peut estimer que la compétence est un peu inférieure. Même s'il a participé à la campagne électorale. Et donc, moi, mon sentiment, il est simple, c'est que ce monsieur a plein de petits secrets sur la vie Macron, en quelque sorte, et que le risque, c'est qu'un jour ou l'autre, il déballe ses secrets, et que pour cela, on le protège un peu pour s'éviter ce genre de choses. Donc aujourd'hui, vous dites qu'on est face à une affaire d'État? Mais je pense que non, je pense que c'est la vie quotidienne. Voilà, on a tous ses qualités, ses défauts, et qu'on n'a pas envie qu'un jour, parce que cet homme a le sentiment d'être menacé, il mette tout ça sur la place publique. Pascal Jalabert. Autre... Oui, un autre sujet, le Brexit. Donc votre région va faire partie des plus impactées. Que dites-vous maintenant? Il faut qu'on sache. Qu'attendez-vous et qu'attendent les chefs d'entreprise de votre région? Écoutez, je suis allé en Angleterre, vous rencontrez les patrons des ports britanniques qui sont en liaison avec la Normandie. J'y retourne demain, parce qu'à partir de ce soir, ils sont déliés de leur obligation de confidentialité. Vous avez senti inquiet? Pour nous, il y a un sujet simple, c'est qu'il nous faut pouvoir mettre en place un modèle dans lequel on va faire des contrôles douaniers, des contrôles phytosanitaires et des contrôles vétérinaires sur 40% du trafic transmanche. Tout ça avec des ports qui ne sont pas adaptés, avec des douaniers qui ne sont pas là et des vétérinaires qui n'ont pas été recrutés en nombre suffisant. Ça va coûter cher. Les Français vont découvrir à quel point l'Union européenne, ça a des vertus, parce que ça va avoir des conséquences, rien que pour la région. Le fait de mettre en place les équipements dont on a besoin, c'est 30 à 40 millions d'euros. Vous y mettez les centaines ou les milliers de fonctionnaires qu'il va falloir créer. On voit les vertus de l'Union européenne avec des choses très simples que les gens n'intègrent même pas. C'est que, par exemple, il y a un système de licence pour pouvoir être chauffeur poids lourd. En clair, quand vous êtes français et que vous traverserez le transmanche, vous serez obligé de donner les clés de votre camion parce que vous n'aurez pas le droit de circuler sur les routes d'Angleterre. Donc vous voyez bien que l'Union européenne a quand même toute une série de vertus, c'est qu'elle facilite les échanges, elle réduit les coûts. Et puis pour nous, il y a un sujet, c'est la concurrence avec les ports belges et hollandais. Et là-dessus, il faut qu'on soit à la hauteur parce que sinon c'est encore une nouvelle fois les Néerlandais et les Belges qui vont récupérer une partie du trafic. On finit avec votre région, la langue normande. Sur les panneaux, à l'école, elle va s'inscrire partout. C'est quoi, le normand, la langue officielle, c'est ça? Non, c'est que moi je veux que les Normands soient fiers d'être Normands comme Référence régionale? Je le fais sur les marchés publics, par exemple. 96% des marchés publics sont confiés à des entreprises de Mais la langue. La langue. Derrière tout ça, il y a la nécessité de bâtir l'idée d'une communauté de destin. Que les Normands soient fiers de leur région comme les Bretons sont fiers de leur région. Un mot en normand pour faire en sorte que les Normands portent leur région et aient en tête l'idée de cette communauté de destin. Et on a un héritage culturel, patrimonial. En normand pour finir. Boujou. Oui, et alors? Ça veut dire bonjour. Non, on dit au revoir là pour le coup. Merci Hervé Morin d'avoir été notre invité. Vous êtes président de Région de France. Vous faites vos vœux en compagnie de François Baroin et Dominique Bussereau. Et ce sera en direct sur cette antenne à 11h30. Ici au Sénat tout à l'heure. Merci beaucoup. Patrice Moyon, Luc Laventure suivent dans un instant avec le débrief de l'actualité. Voilà, Hervé Morin quitte ce plateau. Le président de Région de France était notre invité public ce matin. Font leurs entrées Patrice Moyon de Ouest France et Luc Laventure qui ne va pas tarder à s'asseoir. Il est là, c'est en direct. Merci d'être revenus, messieurs, dans cette partie de l'émission. Merci le débat national. Emmanuel Macron remonte dans les sondages. Est-ce que c'est une récompense du courage du président qui est allé au contact? Luc Laventure, c'est ce qu'on a posé comme question à Hervé Morin. On peut dire ça comme ça aussi. Dirait l'autre. C'est vrai que le président de la République a pris un certain nombre d'initiatives, c'est-à-dire que, comme le disait Hervé Morin il y a un instant, son rapport à ce qu'on appelle les corps intermédiaires a changé. Et le fait qu'il ait accepté de changer de posture et qu'il soit allé au contact, effectivement, le résultat ne s'est pas fait attendre. Mais je pense qu'il faut aller encore beaucoup plus loin
beaucoup plus loin, non seulement sur le plan de la communication, mais sur le plan du travail qui sera fait, qui sera rendu, et surtout du décryptage de tout ce qui a été fait. C'est exactement ce qui se passe au niveau des Outre-mer. Et au niveau des Outre-mer, on a une expertise là-dessus depuis, je le disais, Nicolas Sarkozy en 2009 avec les États généraux. Plein de réunions, mais ça crée à un moment donné de la frustration parce qu'effectivement, ça crée des attentes. Il y a eu en Guyane des éléments terribles, des confrontations terribles qui ont été déverrouillées justement par cette concertation, mais les gens attendent justement d'autres consultations et effectivement surtout que en dehors du livre, en dehors des livres, en dehors des dossiers, qu'il y ait dans leur vie quotidienne quelque chose qui se manifeste. Patrice Moyon, Hervé Morin disait sur ce plateau il y a quelques instants que le président de la République avait trop tardé, que lui-même avec François Baron et Dominique Bussereau, c'est-à-dire avec l'Association des maires de France, des départements de France, lui est président des régions de France, ils avaient tiré la sonnette là depuis longtemps et qu'ils n'avaient pas été entendus et qu'enfin le président s'y mettait, en gros. Oui, alors il s'y met après avoir été sourd à toutes ces attentes des corps intermédiaires, des organisations syndicales. Il y a eu une illusion pendant quelques mois, le fait que en centralisant tout, on allait pouvoir aller très vite, sauf qu'il est allé effectivement très vite, mais pas très loin. Donc maintenant, il faut qu'il s'appuie sur ces corps intermédiaires. Hervé Morin, on a parlé il y a un instant, Luc Laventure, le Brexit, lui est allé en Angleterre rencontrer les patrons des ports anglais, puisqu'il a affaire en tant que président de région évidemment à cette problématique des ports. Il a pointé les difficultés qu'il allait avoir pour faire des contrôles, ne serait-ce que sanitaires, douaniers. Ce Brexit, c'est un gros problème auquel on n'était pas du tout, au fond, préparé. C'est ce qu'on constate quand on reçoit les membres du gouvernement sur ce plateau. On se rend compte qu'au fond, la préparation n'était pas franchement géniale. Le moins qu'on puisse dire, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je voudrais revenir un petit peu sur Hervé Morin, qui a des rapports un petit peu particuliers avec l'Outre-mer. Il ne faut pas oublier que c'est grâce à lui que les choses ont été déverrouillées dans un certain nombre de dossiers concernant les victimes des essais nucléaires français dans le Pacifique. Voilà, c'est sur le Brexit. Pour revenir sur le Brexit, il ne faut pas oublier également qu'il y a plein de... au moins une quinzaine d'îles, de territoires britanniques à travers le monde et notamment dans la Caraïbe. Et ces îles, que ce soit Montserrat, Anguilla, les îles Vierges, etc., bénéficient pour la plupart d'accords préférentiels avec... Qui vont cesser avec le Brexit ? Ce sera en discussion certainement et ça pose un véritable problème. Et exactement comme pour les villes hexagonales, ça pose des problèmes de douane, de relations douanières et de relations phytosanitaires. Patrice Moyon, Sunderland, la brexiteuse ne regrette rien ou presque rien. Oui. C'est un papier dans Ouest France aujourd'hui. C'est la ville ouvrière du nord-est de l'Angleterre qui avait voté à 61,3% pour le Brexit. Effectivement, pour l'instant, elle ne regrette rien ou presque rien, mais elle pourrait regretter dans quelques semaines parce qu'on voit bien, l'Union européenne, c'est comme l'air qu'on respire, on n'y pense pas. Et là, on voit que très concrètement, par exemple, l'usine Nissan, c'est 7 000 emplois, 35 000 emplois directs. On voit que l'industrie automobile anglaise, c'est 1100 camions, il y a 2 heures de stock de pièces détachées. Donc à partir du moment où le lien va être rompu avec l'Union européenne, ça va être extrêmement compliqué et personne n'est prêt. Personne n'est prêt en Grande-Bretagne, personne n'est prêt non plus en France. Alors cette ville, Sunderland, vous dites, elle regrette presque rien. Pourquoi ça commence, la prise de conscience, commence à se dire peut-être que ça a été une grosse erreur? On voit bien que les esprits sont en train quand même d'évoluer. Il y a cette illusion, il y a cette idée que finalement, on a tellement vendu l'idée que l'Europe c'était pire que tout et que la vie serait enfin beaucoup plus confortable. Et puis là, on voit que c'est pas si simple. Luc Laventure, Theresa May, elle présente son plan B. Les députés sont en embuscade, y compris dans son propre parti. Ils l'ont secoué, assez fort d'ailleurs. Ils l'ont secoué assez fort, mais ça pose, on en parlait il y a un instant encore, ça pose le problème de quel type de démocratie. Démocratie directe, est-ce que quand quelqu'un ou quand les peuples demandent quelque chose, un référendum, est-ce qu'il n'y a pas un temps de préparation, un temps de latence, un temps de réflexion et le Brexit et également cette faille de fracture qui s'ouvre sur le plan national pose le problème de, effectivement, quel type de démocratie
comment prendre une décision? Est-ce qu'il faut la prendre à chaud? On vote pour le Brexit. 2 semaines après, les mêmes personnes qui ont voté se disent mais on n'avait pas tout à fait compris et il faut remettre le couvert. Donc ça crée un sentiment de malaise. La difficulté de la démocratie directe, c'est qu'elle a du mal à prendre en compte la complexité. Donc on consulte les citoyens, mais ils vont s'exprimer sur des choses qui les concernent directement. Et la démocratie représentative, elle a l'avantage quand même de traiter les dossiers dans le fond. Et je pense qu'il y a une bonne réponse, c'est ce que proposait Hervé Morin tout à l'heure, c'est effectivement réenraciner la démocratie sur les territoires. Dans les territoires. Parce qu'elle permet aussi de responsabiliser tous les acteurs. Elle permet de mieux expliquer les enjeux. C'est intéressant ce que vous nous avez dit sur évidemment le Brexit qui va impacter aussi en Outre-mer. Partout. Les îles, enfin les territoires anglais d'outre-mer. Absolument, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on avait traité, qui m'avait surpris, et qu'on avait traité il y a 2 ans dans Outre-mer 360, le fait qu'effectivement, en 2013, il y a eu un accord avec l'Union européenne pour donner de l'argent, pour essayer effectivement de voir comment on peut, sinon subventionner, aider les îles anglophones là-dessus. C'est quoi les îles anglophones les plus importantes? On peut dire Montserrat, les îles Vierges et Anguilla. Voilà. Merci Luc. L'aventure Outre-mer 360, c'est une télévision et un site Outre-mer d'avoir été notre invité ce matin. Merci Patrice Moyon de Ouest France avec ce papier Sunderland. La Brexiteuse ne regrette presque rien. C'est une petite ville du nord de l'Angleterre qui va évidemment, après avoir voté pour le Brexit, avoir à faire face aux conséquences de ce vote. Merci à vous. On passe au Zap Matin. C'est le Zap Matin de Christophe Combarieux. C'est ce qui s'est passé hier soir dans les journaux télévisés, les émissions politiques et aussi chez nos confrères dans les autres matinales d'infos ce matin. On regarde ensemble. On se retrouve après. À tout de suite. À l'image de Fidel Castro, qui discourait pendant 7 heures d'affilée, M. Macron a fait son show, volontairement entouré d'élus saints de bleu, blanc, rouge, triés sur le volet, tout ça. L'image était propre. Moi, j'en peux plus, moi, des débats, des assises. Dans ma vie publique, j'en ai traversé. Bon. Comme celui-là, c'est inédit. Oui, c'est inédit dans le sens de la quantité, puisque l'objectif est de dépasser Fidel Castro, faire des débats qui durent 6h30. C'est étrange de démarrer un débat national par un monologue de 6h30. Je vous assure, ça existe dans d'autres pays et en général, c'est très mal vu quand on est démocrate. Et pourtant, il paraît, quand on regarde les sondages, que c'est le début d'une opération reconquête pour le président de la République. On a l'impression qu'il recommence une élection présidentielle. Il faut dire que la chute est particulièrement sévère. Il a quand même répondu à toutes les questions. Ouais. C'est quand même impressionnant. Ouais, impressionnant. Là, il n'a rien laissé de côté, même les questions... Même si on n'aimait pas Macron. Voilà, on est obligé de dire qu'il est quand même très fort. L'exercice en soi d'Emmanuel Macron avec les maires, il est intéressant, il peut même être bon. La question, c'est pas de savoir s'il a été bon ou mauvais. D'ailleurs, Emmanuel Macron n'a jamais été aussi bon que dans la séduction. Mais je ne veux pas non plus réduire ces échanges qu'à de la séduction. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la réparation narcissique. Le président de la République a essuyé des colibés, des critiques, des sifflets, sa popularité a baissé. Il a besoin certainement de restaurer sa propre confiance. Et quels seront les grands sujets? Je pense, les grands débats aujourd'hui dans le pays. On a tous compris, et moi, le premier qui vit dans le département de la Drôme, moi je comprends la souffrance. Son entourage et les militants de la République En Marche en ont pris plein la figure au cours des derniers mois. Et je pense qu'ils ont aussi besoin, eux aussi, d'être galvanisés par leur chef. Ça devient une tournée électorale de M. Macron qui, d'ailleurs, j'espère qu'il sera décomptabilisé des temps de futures campagnes électorales parce que c'est un peu gros. Je trouve un petit peu gênant cette idée de refaire campagne. Ça pose au passage un problème de financement des campagnes électorales parce que tous les autres partis sont soumis à des règles très strictes. Et là, on a un président de la République qui peut utiliser les moyens de l'État pour finalement faire campagne. Le président de la République choisira à la fin de ces 3 mois, après avoir senti le peuple, ce qu'il retient, et proposera, selon les formules qu'il souhaite, la façon dont il demandera au peuple de choisir définitivement des orientations. C'est une possibilité. Moi, personnellement, je suis gaulliste et je suis toujours très favorable à l'idée que l'on puisse consulter directement le peuple. Même sur les questions fiscales. Moi, je n'ai aucune... Oui, à condition que ce ne soit pas démagogique. On poursuit notre émission. 3e partie dans un instant. À tout de suite.